Exercer son leadership, c'est développer tes convictions et les défendre, y compris auprès de l'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment une question de posture personnelle et de travail personnel sur cette capacité à être en place, mais à la bonne place. Être inspirant, ça veut dire être capable de porter une vision qui permet d'embarquer tes équipes, tes pairs et les collaborateurs de l'entreprise dans le projet RH et l'expérience collaborateur que tu leur proposes. Autorise-toi à donner à voir la vraie personne que tu es, parce que sinon le risque c'est de donner une image froide et distante. Quelle différence, toi, fais-tu entre la notion de leadership personnel et de leadership professionnel ? Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous recevoir pour un nouvel épisode de People Place. Moi, c'est Maud, je suis une ancienne DRH et aujourd'hui cofondatrice du Temple RH, un centre de formation RH. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Fraise. Bonjour Stéphanie. Bonjour Maud. Tu es actuellement DRH chez Open Classroom et on va aujourd'hui parler de leadership RH. Donc toi, Stéphanie, tu as embrassé donc les RH en 2016 après 20 ans sur des fonctions marketing puis commerciales. Comment tu as découvert donc la fonction RH ? Alors c'est essentiellement dans ma fonction commerciale que j'ai occupée pendant 5 ans avant de basculer dans les RH. Et je m'occupais du réseau de vente en magasin des abonnements Canal+. Donc c'était un métier très terrain. Mais c'était aussi un canal qui était en difficulté, un canal de vente en difficulté parce que c'était au moment, on parle de ça, tu vois, il y a longtemps, hein, donc c'était au moment de l'avènement d'Internet. Et donc du coup, les ventes en magasin étaient extrêmement challengées. Et donc, la question qui était posée, c'est que fait-on de ce canal ? Donc, on a d'abord conduit tout un audit pour comprendre. On a décidé de prendre un axe stratégique nouveau, différent. Et ça a impliqué une énorme transformation de cette force de vente qui s'appuyait sur des directeurs régionaux, des chefs de secteur, des négociations avec les grands comptes, etc. Et ça a été avant tout une transformation humaine. Et donc, du coup, il a fallu que je conduise ce chantier de transformation. Et là, j'ai fait une très belle rencontre professionnelle avec une DRH qui est devenue depuis une amie. Et en fait, elle m'a incroyablement aidée. Elle a compris mon besoin. Elle m'a amené tous les outils RH dont j'allais avoir besoin pour accompagner cette transformation. Ça a touché à énormément de sujets RH qui ont été redéfinition des descriptions de postes et donc des compétences associées, mise en place des plans de formation et de montée en compétences, des projets qui ont impliqué aussi des recrutements intensifs avec vraiment des sessions de recrutement très volumiques, renégociation aussi des structures de rémunération, de parts variables avec des négociations CSE, passage en CSE. Beaucoup de formation aussi au management parce que le métier des managers a changé. Donc en fait, si tu veux, j'ai d'un seul coup touché à plein de pans de la fonction RH et surtout, j'ai travaillé beaucoup de façon rapprochée avec les équipes RH. Et à la fin, je me suis dit, mais leur métier est génial parce que tu es proche du business, tu comprends leurs besoins, tu leur amènes des clés pour les aider et les faire grandir. Et j'ai envie de faire ça à plus grande échelle. Et juste rappelle-nous, donc quand tu as eu cette transformation donc chez Canal+, c'était donc Canal+ vendait quoi avant ? C'est juste une petite curiosité. En fait, à ce moment-là, Canal+ commercialisait, enfin moi, l'entité dans laquelle j'étais commercialisait les abonnements. À Canal+. Et donc télé, c'est ça ? Exactement, les abonnements télé, exactement, pour accéder aux chaînes de Canal+, de Canalsat à l'époque. Et donc tu pouvais souscrire à ces abonnements-là en magasin. Ça pouvait être dans des magasins partenaires type Auchan, Carrefour, Darty, Boulanger, tout un réseau de petits distributeurs spécialisés, en rebond souvent avec des ventes télé. Voilà. Donc c'était ça l'activité commerciale dont je m'occupais. Et après, donc la transformation, c'était donc d'amener finalement toutes ces personnes qui vendaient en magasin, c'est ça ? En fait, nos chefs de secteur, leur travail se résumait à la base, initialement, à gérer une mise en avant de Canal+ et des programmes de Canal+ en magasin. Mais on était dans un moment, comme je le disais, où en fait ce canal, il y avait plus de demande spontanée en fait. Donc en fait c'était un canal qui était plus de demande. Exactement. En fait les gens avant venaient en magasin et disaient je veux m'abonner à Canal+. Ça n'existait plus pour 1000 raisons. Et donc l'enjeu c'était est-ce qu'on ferme ce canal tout simplement. Parce qu'on va basculer sur d'autres canaux de vente. Okay. Ou bien est-ce que ce canal a encore une place et une valeur ? Et on arrive à la conclusion qu'il avait encore une place et une valeur, notamment avec des ventes accompagnées à forte valeur ajoutée. Et donc du coup, là où nos chefs de secteur s'occupaient de faire de la visibilité, il a fallu qu'ils forment les vendeurs en magasin. C'était pas nos vendeurs, c'était les vendeurs de nos partenaires. Auchan, par exemple. Exactement, okay. Auchan, Carrefour, Boulanger, Darty, tout un réseau spécialisé de petits distributeurs. Et il a fallu, du coup, les amener à devenir des formateurs de vendeurs.
voire des managers de vendeurs, parce qu'on a aussi créé un réseau en propre, ponctuel, dans des centres commerciaux. Donc ça, c'était un énorme changement pour eux, parce qu'avant, ils faisaient juste mise en place de visibilité en magasin, où là, il a fallu qu'ils deviennent des formateurs, des gens qui devaient faire monter en compétence les vendeurs et qui devaient surveiller leur typologie de vente, leurs objections, leurs difficultés, les former, les accompagner. Donc, c'était un métier qui était très différent. Donc, ça a été aussi un gros accompagnement au changement. Ouais. Ok, super. Et donc, tu as parlé notamment donc, de cette DRH qui t'a donné le goût. Quelle qualité, en fait, tu as admiré à ce moment-là, ou toi, en tant que responsable commercial, c'est ça, j'imagine, responsable commercial, qui t'a donné cette flamme dans les RH? Oui, alors ce que j'ai trouvé extraordinaire et qui me guide aujourd'hui dans ma façon d'exercer mon métier, c'est qu'elle s'est d'abord assise avec l'ensemble des parties prenantes de ce projet de transformation pour comprendre, en fait. Pour comprendre quels étaient nos besoins, quelles étaient nos difficultés, quels étaient les objectifs qu'on voulait atteindre. Donc elle s'est complètement imprégnée de nos problématiques, de nos enjeux. Donc c'est vraiment une immersion totale en fait dans nos activités, pour ensuite venir avec des propositions. Et une fois qu'on s'est alignés ensemble sur les propositions, elle m'a aidée dans tout le déroulement. Donc elle a été présente à toutes les étapes du déroulement. Sur les plans de formation, sur les rémunérations, les négociations avec le CSE, évidemment. Donc, en fait, dans toutes les phases par lesquelles on est passé, elle a été là, elle a été présente, elle a été mentor, conseil. Elle m'a aidé, moi aussi, tu vois, à grandir dans l'exercice de mon métier de manager. C'était quand même aussi déjà un premier changement. J'étais passée du 15 ans de marketing à fonction commerciale très terrain, management de managers, de gros managers en plus, tu vois. C'était des directeurs régionaux qui étaient seniors, experts dans leur domaine. Moi, j'arrivais la petite du marketing. Donc, elle m'a aussi aidée là-dedans. Donc, en fait, elle a gagné en posture. Exactement, a gagné en posture de leadership, de management, gagné en confiance en moi, à m'appuyer sur mes forces. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'en fait, j'ai découvert que la fonction RH pouvait être une fonction qui pouvait être totalement immergée dans une activité opérationnelle et qui pouvait s'approprier leurs enjeux suffisamment pour être capable d'apporter énormément de valeur et d'impact, en fait. Et quand tu as commencé, entre guillemets, dans les RH, t'avais pas, on parle beaucoup de RH bashing, tu avais une mauvaise a priori des RH en fait, j'avais pas d'avis. T'avais pas d'avis. J'avais pas d'avis, c'est-à-dire que je dois dire que sur les 15 années qui avaient précédé, je pense que je n'avais quasiment jamais eu de contact avec la moindre équipe RH. Juste pour son contrat, peut-être Voilà, sur des aspects sans doute certainement administratifs, mais tu vois, j'ai pas une trace mémorielle forte de ces contacts-là. Je connaissais pas vraiment les équipes RH, ou peu. Et donc, du coup, j'ai vraiment découvert à cette occasion-là que les RH, c'était aussi ça. Et qu'on pouvait exercer ce métier en étant proche du business et en apportant de la valeur au business, en ayant des convictions. Elle avait des convictions, elle avait des avis aussi sur mon activité, c'est-à-dire qu'elle s'est pas contentée de m'amener des outils RH. Elle m'a aussi conseillé en me disant « Mais t'es sûre, ce truc-là, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu crois pas que tu devrais regarder de le faire plutôt comme ça ?» Donc il y avait cette double composante en fait. Il y avait aussi ce côté, elle s'était suffisamment approprié nos enjeux pour être capable aussi d'avoir des idées, des points de vue et de nous challenger dans nos façons d'approcher nos problématiques business. Donc oui, en effet, j'étais pas moi dans une posture de RH bashing, mais par contre j'étais dans on va dire une ignorance de ce que faisaient les RH, et ça a été une vraie révélation pour moi. Et donc on parle aujourd'hui beaucoup donc de leadership RH, de posture RH. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets derrière ces deux termes? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est pour ça, merci de me donner la parole encore et toujours sur ce sujet. Mais non, ça me tient à cœur sans doute pour cette raison-là. Ça me tient à cœur parce que je trouve que c'est une fonction qui est soit méconnue dans le meilleur des cas, soit en effet décriée dans le pire des cas. Parfois à juste titre. Enfin, moi-même, j'en ai fait l'expérience. Tu vois, j'ai quand même vécu pendant 15 ans professionnellement sans avoir véritablement de RH qui m'apporte de la valeur dans mon métier. Donc, on peut dire qu'il y a des mauvais RH aussi. Oui, non, mais oui, bien sûr. Et franchement, je ne leur jette pas la pierre. Je pense qu'il y a plein de problèmes qui expliquent ça. Ça commence dans les formations initiales au métier des ressources humaines. Ça continue dans les environnements d'entreprise dans lesquels ils évoluent, qui sont pas toujours favorables. C'est une fonction qui est très, enfin bon, on pourra en reparler, mais une fonction qui est très seule et qui est mal accompagnée. Donc, c'est pour ça que je continue et je persiste à prendre la parole sur ces sujets, parce que je me dis, si à ma petite échelle à moi, j'arrive
à donner de l'air à des populations RH et à les inspirer pour exercer autrement, tant mieux. Donc oui, leadership RH, très important. Pourquoi ? Parce que parce que ça va donner une image favorable des ressources humaines. Ça va montrer que les ressources humaines peuvent être une fonction qui apporte de la valeur aux opérationnels, à la stratégie de l'entreprise, qui peuvent impacter les résultats business et financiers de l'entreprise. Et qui occupe une place stratégique dans l'entreprise au même titre que toutes les autres fonctions. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui me gratouille un peu, c'est que je crois vraiment que c'est la seule fonction qui est challengée là-dedans, en fait. Jamais on ira challenger le moindre autre rôle d'un comité de direction dans sa légitimité pour impacter le cours de l'entreprise. C'est la seule et unique fonction sur laquelle cette question est posée. Et ça peut avoir tendance à m'agacer. C'est pour ça que je trouve très important d'aider les populations RH à prendre leur place positivement et avec de la valeur, hein, pas par principe en fait. C'est pas une question de principe, c'est vraiment une question de ça sert tout le monde, ça a de l'utilité et ça a de la valeur. Et donc ça veut dire quoi un leadership RH ? Ça veut dire déjà, moi j'ai été initiée au RH comme ça, mais c'est déjà comprendre l'entreprise. J'ai la chance, moi, d'exercer mon métier dans des entreprises, c'est un peu aussi un choix de ma part, mais sur des activités que je comprends, j'ai besoin de les comprendre. Dailymotion, c'est la première entreprise dans laquelle j'ai eu la chance de basculer sur ce métier. Je comprenais très bien le business. Ensuite, j'ai été chez Blablacar, je comprenais très bien le business. J'ai fait un passage en une petite start-up dans l'immobilier pas très longtemps. Je comprenais très bien le business. Et Open Classrooms, évidemment, ça me parle particulièrement. Donc déjà, je commence par ça, parce qu'en fait, ça me permet du coup de comprendre les enjeux et les problématiques et de pouvoir développer un point de vue. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et c'est ce qui va aider, je trouve, un RH à exercer son métier. Parce que si tu comprends le business de l'entreprise, et c'est une des premières choses à faire quand tu arrives, hein, c'est aller s'asseoir avec les opérationnels, comprendre ce qu'ils font, comprendre leur métier, comprendre leurs problématiques, le secteur, le marché, les enjeux. Parce que ça va te donner, du coup, une capacité à amener de la valeur, à minima de façon réactive, dans l'idéal, de façon un peu anticipée et proactive. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de pouvoir, pour moi, le leadership RH, c'est aussi travailler en binôme et en partenariat avec tes pairs. Ça veut dire t'asseoir avec ton CFO, t'asseoir avec ton chief marketing, chief business, chief product, peu importe, pour comprendre ces problématiques, comprendre ces enjeux et être capable de proposer une stratégie, une politique RH qui va permettre de développer les résultats de l'entreprise et de développer les collaborateurs. Donc c'est un leadership RH, c'est un leadership qui aussi s'incarne au travers d'un partenariat et d'une compréhension du business et une co-construction avec tes pairs. Donc pour toi, le leadership RH, donc c'est plutôt une vision Oui. de la mission RH. Oui. La posture, pour toi, c'est quoi alors ? Alors la posture, ça va être dans ta façon d'exercer au quotidien. Ça veut dire avoir... C'est le côté plus micro, on va dire le leadership, c'est la partie un peu macro de la fonction. Et la posture, c'est vraiment... Ça va être plus individuel, ça va être plus comment toi tu exerces. Et donc, ça veut dire développer des talents de leadership, tout simplement. Ça veut dire être inspirant. Pour être inspirant, ça veut dire être capable de porter une vision qui permet d'embarquer tes équipes, tes pairs et les collaborateurs de l'entreprise dans le projet RH et l'expérience collaborateur que tu leur proposes. Ça veut dire avoir des convictions et les défendre, mais les défendre intelligemment, pas de façon assertive, top-down, et ou dans tes vérités. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de co-construction, le risque. Et j'ai fait ces erreurs au début, vraiment, je parle avec beaucoup d'humilité là-dessus, hein, de construire des politiques RH qui ne te parlent qu'à toi, en fait. Parce que c'est la mode de tel ou tel sujet, parce qu'on t'a dit que c'était bien d'adresser tel ou tel sujet. Non, en fait, le sujet, c'est est-ce que l'entreprise est en phase de scale et a un enjeu majeur de recrutement, alors tu vas aller travailler des sujets que tu connais bien, ton employer branding, création de tes talent pools, etc. Est-ce que le sujet, c'est plutôt un sujet de rétention, d'engagement, enfin... Et donc, en fait, c'est développer tes convictions, les défendre, et les défendre y compris auprès de l'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment une question de posture personnelle et de travail personnel sur cette capacité à être en place, mais à la bonne place. Et pour toi, et je serais hyper curieuse d'avoir cet avis-là, est-ce qu'il y a une posture RH à avoir pour donner en effet cette vision positive dans l'entreprise, ou finalement,
pour toi, chacun devrait avoir sa posture RH. Mais ça veut dire, tu peux avoir une posture RH abrupte. Tu peux avoir une posture RH qui te ressemble, toi, en tant qu'individu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour toi, c'est quoi, en fait, alors? Je pense que c'est très individuel. Je pense que c'est très individuel. Oui, je pense que c'est très individuel et que c'est hyper important que chaque RH amène chacun exerce comme ils veulent. Sa touche personnelle, évidemment, dans sa façon d'exercer son leadership au fil de son parcours, son histoire, etc. Je dirais que c'est aussi très lié à la culture de l'entreprise. Il faut pas l'oublier quand même. Et ça, c'est important de bien le qualifier quand tu fais un choix d'entreprise dans laquelle tu vas. Quelle est la culture de l'entreprise, quelle est la culture du CEO, fondateur, directeur général, peu importe. Pour savoir dans quel cadre tu t'insères, pour t'assurer aussi que ton style, ta façon d'exercer est compatible avec cette culture d'entreprise et que tout le monde va y trouver sa place. Ça, c'est hyper important aussi. Donc voilà, je crois que c'est très personnel. Mais par contre, ce qui pour moi est universel et devrait être universel, c'est les éléments que j'ai cités avant. C'est-à-dire, c'est être positionné au bon niveau dans l'entreprise, c'est être capable de construire une vision partagée avec tes pairs, c'est être capable de co-construire et d'être aligné avec eux et de porter une vision de recommandation qui parle à tout le monde et qui ne sert pas juste une politique RH sortie de nulle part. Ça, je crois que c'est quand même un basique et un essentiel. Et c'est sortir de son bureau. On n'a pas forcément des bureaux encore, mais tu comprends l'image. Être proche du terrain, en fait. Il faut vraiment être proche des gens. Donc ça, c'est quand même pour moi des sujets qui devraient être communs à tout le monde. Un bon leader RH devrait avoir, en tout cas, dans sa panoplie... Il me semble, c'est ma recommandation. Pour, en tout cas, délivrer cette vision positive aussi des RH et stratégique des RH. Oui. Il y a un élément que je n'ai pas cité qui est très important. J'ai mentionné le CFO tout à l'heure. Il y a pas mal de RH d'ailleurs qui s'expriment sur ce sujet et c'est bien qu'ils le fassent. C'est la partie data et finance. On dit souvent que les RH sont les parents pauvres de la data. Je crois que c'est hyper important qu'on soit bon sur ces sujets. Alors moi, je sais pas si c'est mon background business, mais en tout cas, j'ai très à cœur ces sujets-là. J'ai toujours travaillé dans des entreprises. De façon générale, la masse salariale est souvent le premier poste de coût et de charge dans une entreprise. Et donc, c'est important qu'en tant que DRH, on ne délègue pas cette responsabilité à la fonction financière et qu'on se sente responsabilisé sur le fait que cette masse salariale, il y a bien sûr des humains derrière et c'est le cœur de notre métier, mais c'est aussi des chiffres, c'est aussi ce qui pèse dans un PNL d'entreprise. Et donc, l'utiliser, si je peux parler et m'exprimer ainsi, à bon escient, allouer les moyens au bon endroit, être capable de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction des enjeux de l'entreprise, c'est important d'aller investir à tel endroit, peut-être qu'on a intérêt à renforcer les équipes marketing ou les équipes produits et tech, peu importe, mais être force de proposition pour être capable de contrôler ses coûts et de les allouer au bon endroit. Ensuite, notre job, c'est de faire en sorte que chaque individu, en face du coût qu'il a pour l'entreprise, apporte le plus de valeur et lui-même se développe, il ou elle se développe à titre personnel. Mais il ne faut pas oublier ces éléments-là et c'est très important de construire un partenariat avec le CFO qui soit fort et efficace et qui soit fluide. Voilà. Et ce qui est intéressant et important, moi personnellement, je serais curieuse d'avoir ton avis, c'est qu'un leader RH s'exerce dans toutes les fonctions RH. C'est-à-dire, on parle beaucoup du leadership RH pour là où le DRH, mais un ou une HRBP peut faire preuve de leadership RH. Une chargée RH peut faire preuve de leadership RH. Un recruteur, une recruteuse peut faire preuve de leadership RH. Donc c'est vraiment, on est d'accord à tous les niveaux de l'entreprise. Après, en effet, là où la DRH va délivrer une vision, donc va être au COMEX, au CODIR, mais le leadership RH, c'est pour tout le monde, toute la fonction RH. Alors c'est marrant que tu abordes ce sujet parce que c'est vrai que j'en ai pas souvent parlé et c'est très important. C'est-à-dire que je crois qu'en tant que DRH, c'est important de aussi emmener ton équipe avec toi dans ta vision et de t'aligner avec ton équipe sur comment on exerce notre métier. Et donc moi je trouve extrêmement important, on est là, toutes les fonctions que tu as décrites sont des fonctions qui vont avoir un impact sur le business, déjà, premièrement, et deuxièmement, qui vont adresser et apporter un service à des clients qui sont internes. Un recruteur à son client interne, c'est le manager qui recrute. Les chargés de RH, leurs clients internes, ce sont tous les salariés qui sont amenés à leur poser des questions, qui rencontrent des difficultés et qui ont besoin de support. Et même ça des RH, je dirais aussi. Exactement. Le HRBP, tu en as parlé.
pareil. Donc en fait, il y a moi, je passe beaucoup de temps dans mes réunions d'équipe à leur partager tous les éléments sur le business. Les résultats business, les résultats financiers. J'ai la chance d'exercer aujourd'hui dans une entreprise où les board packs sont partagés de façon transparente. On communique très régulièrement sur nos décisions business, nos résultats. Et donc moi, je passe du temps pour leur expliquer, répondre à leurs questions. Je leur dis, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise autant que moi. Pourquoi ? Parce que vous êtes au contact avec les collaborateurs tous les jours. Et donc, par exemple, en recrutement, si tu as un manager qui vient te voir et qui veut adresser tel ou tel besoin de poste avec tel ou tel niveau de seniorité ou tel niveau de compétence, si tu veux être capable d'avoir un point de vue, de challenger, de discuter, d'itérer, il faut que tu comprennes dans quel cadre ça s'insère. Sinon, tu vas être une exécutante pure et dure d'un processus dans lequel tu ne vas pas amener de valeur autre que la technicité de ton métier. Et c'est déjà bien, mais pour moi, pas suffisant. Et donc, en fait, c'est vrai que mon équipe, j'attache beaucoup d'importance à ça. C'est comprenez l'environnement dans lequel vous évoluez, vous exercez votre fonction. Ayez des points de vue. Voilà, ayez des points de vue. Mais je suis parfois challengée là-dessus, parce que je vais assez loin là-dedans. Et donc, mon enjeu, c'est de rejoindre des entreprises qui me donnent aussi et donnent à l'équipe RH cette place, qui s'acquiert aussi par la valeur qu'on apporte progressivement. Et du coup, c'est vrai que quand tu exerces ton métier comme ça, que tu amènes ton équipe à exercer comme ça, le client interne, on doit avoir un niveau de service le plus excellent possible. Il n'y a pas de raison en fait qu'on soit moins bon que d'autres. Quand on traite, nous, chez Open Classrooms, nos étudiants, on s'attache à avoir un niveau de service excellent. Là, c'est la même chose. Nos clients sont des clients internes. Donc, être conscient de ça et viser ça et ne pas être dans je suis un passe-plat, une boîte à lettres d'exécution. Et c'est pas grave si j'ai pas délivré le contrat en temps et en heure. Et c'est pas grave si le contrat a des erreurs, il faut le refaire. Non, c'est pas OK en fait. C'est pas OK. L'excellence, c'est pour tout le monde et ça commence par nous. Et donc, le message qu'on peut passer, c'est vraiment chaque RH doit développer son propre leadership RH pour passer d'une fonction, on va dire, exécutive à une fonction plus stratégique et à son propre niveau. Oui. En effet, on peut challenger et ça, faut pas avoir peur de challenger même sa DRH, challenger ses managers. Et donc, c'est vrai que dans les écoles, aujourd'hui RH, on nous forme pas, on se connaît pas. Et donc, on va y revenir là-dessus. Juste avant de passer à, en effet, cette connaissance de soi pour délivrer en tout cas et pour connaître son leadership et sa posture RH, quelle différence, toi, fais-tu entre la notion de leadership personnel et de leadership professionnel? Parce que on en parle de cette posture, de ce masque parfois que l'on porte entre RH, entre qui on est au fond de soi et finalement qui on est en entreprise. Ouais. Bon, alors moi, je suis une grande... je défends beaucoup le principe qu'il y a une porosité totale entre le pro et le perso. Donc, je crois que c'est pas possible et pas sain que de faire une différence entre les deux. J'ai mis du temps moi-même à le comprendre. J'étais jeune dans ma fonction RH, pas jeune dans mon parcours de carrière, mais jeune dans ma fonction RH. Et j'ai eu tendance au début à vouloir en effet incarner quelque chose qui n'était pas moi-même. Quelque chose de dur parfois. Exactement, tout à fait. Et ça m'a été reproché. J'ai eu ce feedback à l'époque de mon boss, et notamment quand j'ai évolué ensuite. Et vraiment, ça m'est resté en tête où il m'a dit, mais en fait, moi, je te connais. Je sais que tu n'es pas cette personne. Et donc, autorise-toi à donner à voir la vraie personne que tu es, parce que ça va te faire gagner en lien et en relation aux autres et en confiance, en fait. Parce que sinon, le risque, c'est de donner une image froide et distante, un peu autoritaire, mais en fait, ça venait simplement d'un manque de confiance en moi. Donc, je dirais que déjà, ça commence, on en reparlera, par gagner en confiance en soi, si on veut vraiment être soi-même. Donc, moi, je crois beaucoup au fait d'être soi-même. Après, bien sûr qu'on est dans une fonction qui est complexe parce qu'on a besoin d'avoir un juste équilibre entre une certaine proximité aux collaborateurs et en même temps, on est dans un cadre où on doit aussi répondre à des besoins d'entreprise, à des demandes d'actionnaires. Et donc, c'est notre rôle que de trouver cet équilibre entre les deux.
Et donc, il faut trouver cette juste balance entre une certaine proximité et en même temps, je ne vais pas parler de distance, mais d'un minimum de professionnalisme. De façon générale, dans l'environnement professionnel, je pense que c'est important de trouver cette balance. Donc non, je ne ferai pas forcément de différence entre un leadership personnel et professionnel. Je crois que nos atouts et nos forces personnelles sont des atouts et des forces professionnelles. Mais encore faut-il bien se connaître et pouvoir ensuite les utiliser, les exercer à bon escient. Et cet alignement, il est hyper important, sinon le risque, c'est de se perdre en chemin, de s'éloigner de nos valeurs et de qui on est vraiment. Et moi, ça m'a mise en difficulté, en fait. Vraiment, parce que quand tu n'es pas toi-même dans ton environnement professionnel et que tu t'obliges à porter un masque, tu te perds en chemin et ça peut être problématique. Et tu vois, ce que tu fais, ce que tu me dis, ça fait beaucoup écho avec ma situation aussi quand j'étais DRH, où moi, on m'a dit l'inverse, que j'étais pas assez assertive, trop entière. Et parce que voilà, j'étais très transparent, je disais les choses et j'avais pas de filtre finalement avec les salariés et puis les managers. Et on adorait ça, tu vois, de moi, mais c'est vrai que mon CEO, parfois me disait, faut que tu sois un petit peu plus assertive, un petit peu plus directe. Et donc finalement, ce qui est important, c'est de trouver en effet ce sweet spot en anglais entre toi, qui tu es, et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, la culture de l'entreprise. Donc tu as les deux cercles, et donc de vraiment se concentrer sur ce sweet spot pour trouver finalement qui tu peux être et vivre ta fonction RH au quotidien et être bien et la culture d'entreprise. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Parfois, tu dois payer tes factures. Parfois, quand tu es en province, t'as pas le dynamisme du marché de l'emploi RH à Paris. Et parfois, tu dois, quand tu as 2 enfants, tu dois prendre des postes qui finalement te correspondent pas. Ouais, t'as raison. Alors comment faire ? Ça, c'est un vrai point. J'ai récemment eu le témoignage qui m'avait beaucoup touchée. J'avais fait un post LinkedIn à ce sujet d'ailleurs d'une DRH qui, après un podcast où j'avais aussi parlé de ces sujets-là, m'avait écrit en me disant ça m'a servi d'élément déclencheur. J'ai décidé de décliner une offre dans laquelle j'étais en train de m'embarquer. Et après vous avoir écouté, j'ai réalisé que j'allais me perdre en chemin. Et en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que à la fois, je me suis dit c'est génial et tant mieux. Et en même temps, j'ai conscience du fait que tout le monde n'a pas ce luxe et que ce n'est pas si simple que ça. Et je pense que dans ces cas-là, ce qui est important, c'est la priorisation et la hiérarchisation. C'est-à-dire être capable de discerner dans son échelle de valeurs ce qui est absolument non négociable. C'est-à-dire vraiment les valeurs qui, pour toi, d'un point de vue de la culture de l'entreprise, de la place accordée au RH, du fonctionnement du CEO qui va être ton manager, sont des choses dont tu sais pertinemment qu'elles vont t'atteindre éthiquement au plus profond de toi-même. Ça, c'est pas possible. C'est le non négociable. Et ça n'a pas besoin d'être 100% de ton échelle de valeur. C'est peut-être 10, 15 ou 20% de ton échelle de valeur. Ça, c'est ta partie non négociable. Le reste, c'est ceux avec lesquels tu peux composer et avec lesquels tu sais que tu vas pas être forcément aligné au quotidien, mais tu peux t'en dépatouiller et ça va pas t'atteindre au point de te mettre en difficulté intrinsèquement. Voilà. Ça va être un peu pénible, ça va te créer un peu de charge mentale, mais tu peux vivre avec. Voilà. Et je pense que la meilleure façon de faire, c'est ça, en fait. C'est de faire un peu cette dichotomie entre ce qui est non négociable et ce qui l'est. Et c'est une question de priorisation, en fait. Le monde n'est pas parfait, il n'y a aucun job qui est parfait. Le monde est dur, le monde du travail est dur. Voilà. Et donc, bien sûr qu'il n'y a aucun job qui est parfait. Le tout, c'est de savoir ce qui est bon pour toi à un instant T. Parce que tes besoins peuvent aussi évoluer. Moi, j'ai appris énormément au fil de mes expériences. Et mes critères de choix aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux que j'avais il y a 3 ans ou il y a 10 ans, tu vois. Et donc, d'où l'importance, et tu en avais parlé au Festival RH, je m'en souviens très bien, de aussi poser des questions précises lors de tes entretiens pour connaître et pas pour avoir ce côté un peu kiss cool où tu te dis ouais, la boîte elle est magnifique et puis tu arrives dans l'entreprise et puis c'est totalement c'est l'inverse. Quelles sont un petit peu toi les 2-3 questions hyper importantes que tu te mets pour t'assurer que tu mets les pieds dans le bon écosystème? Alors, c'est très important ce que tu dis, en effet. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai grandi au fil du temps et que j'ai mis du temps à m'autoriser à faire. Parce que c'est pas simple de se dire, je vais faire passer un entretien à mon boss. Alors, les questions touchent aux valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est, critique pour toi ?
et être capable de formuler des questions qui vont obliger ton interlocuteur à prendre une position et ou à donner des exemples concrets d'une situation vécue dans laquelle il ou elle s'est comporté de cette façon-là. Donc moi, les questions que je vais poser, ça va tourner autour des choses qui sont importantes pour moi, mais ça va être la place accordée au RH, voilà. Donc, par exemple, donne-moi un exemple d'une situation où tu as décidé de soutenir une proposition de ta RH à l'encontre du reste de ton comité de direction et comment tu l'as fait. Hyper puissant, ouais. Ça peut être sur l'empowerment des managers, qui est un sujet qui me tient à cœur. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, si un RH doit assister à un entretien de performance avec aux côtés du manager, et si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi ? Je trouve que ces questions, en plus, tu vois, elles renforcent ton leadership RH aussi quand tu poses ces questions-là à ton interlocuteur, interlocutrice. Dire waouh. Est-ce que tu es OK pour que ton DRH assiste au comité de pilotage opérationnel des différentes priorités business ? Ce qui est mon cas, en fait, ce que j'ai demandé à faire, pas tout de suite. Mais je trouve que c'est hyper important d'assister au comité opérationnel, au comité de pilotage pour comprendre, en fait, si tu participes aux discussions sur pourquoi on prend telle décision business, pourquoi on arbitre tel sujet dans la roadmap, si tu comprends pourquoi, en fait, ça va énormément t'aider. Donc, est-ce que tu es OK ? Est-ce que tu trouves ça légitime que les RH assistent, que ta DRH assiste à ce type de réunion ? Donc, tout dépend de tes priorités, mais bien définir ces questions-là et obliger ton interlocuteur à prendre une position claire et ferme et précise sur ces questions-là, ça va te permettre de comprendre. Voilà. Après, ça peut être, je sais pas, moi, si tu as des sujets de diversité et inclusion qui te tiennent à cœur, l'obliger à prendre position sur ces sujets. Si le télétravail est un sujet important pour toi, poser la question de comment ton entreprise est organisée, qu'est-ce que tu penses de ça. Donc en fait, c'est à chacune de définir ces questions, mais il faut vraiment les poser d'une façon qui appelle une réponse et un positionnement très clair de ton interlocuteur. Sinon, ça va être du fluffy. Il faut des cas concrets, et voilà, des exemples, des mises en situation, des questions ouvertes. Pour pouvoir, écoute, merci pour ce partage, je trouve ça très fort. Ouais. Et je trouve qu'en plus, ça appuie et à tous les niveaux, je pense, à tous les niveaux de RH, de poser ces types de questions, c'est hyper important, en tout cas pour nous. Et donc, en effet, on parlait donc du développement de son leadership RH, de sa posture RH. Tu m'as dit, donc toi, tu pars du principe qu'on peut être bon RH quand on se connaît soi-même. C'est hyper important pour toi. Qu'est-ce que tu fais ? On ne forme pas du tout sur les sujets d'intelligence émotionnelle. Moi, je me souviens, la première discussion difficile que j'ai fait, j'ai pleuré le soir. C'était horrible parce que, j'étais jeune, je me connaissais pas, etc. Qu'est-ce que toi, tu fais ou que tu as fait pour faire ce travail d'introspection avec toi-même ? Ouais. Alors moi, j'ai eu la chance, quand j'étais chez Dailymotion, de découvrir le coaching. J'ai été embarquée dans un programme de coaching pour les DRH du groupe Vivendi. Et donc, j'ai fait une très belle rencontre professionnelle encore, où j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un coaching collectif, puis individuel. Et en fait, cette coach que j'ai rencontrée, je l'ai jamais quittée depuis. Et elle m'a fait grandir à énormément de titres, en fait, parce que elle m'a permis justement de trouver ma juste place. Ce qui était difficile pour moi, comme je te l'expliquais un peu tout à l'heure, c'est que par manque de confiance en moi, aussi syndrome de l'imposteur de j'ai jamais fait ce métier, tu vois, j'ai beau avoir 20 ans d'expérience professionnelle, je connais rien au RH, donc j'avais besoin de prendre confiance dans mes compétences en tant que RH. Et elle m'a aidée à prendre cette confiance-là, à comprendre que j'amenais, certes pas 20 ans de RH, mais 20 ans d'opérationnel, de marketing, de commercial et de tout ça, et que ça, c'était une force qu'il fallait que j'exploite. Et de réconcilier mon moi personnel avec mon moi professionnel, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire en gros accepter de donner à voir qui je suis, y compris dans mes fragilités, y compris dans mes faiblesses, capitaliser sur mes forces sans avoir ce masque un peu de je suis la RH qui sait et qui va faire les choses bien. Et elle m'a aidée à trouver donc une position équilibrée parce que j'oscillais en permanence entre
je vais t'expliquer la vie, oh là là, je sais pas du tout et je suis complètement perdue. Donc, tu vois, j'oscille en permanence entre des positions un peu très autoritaires, inutilement offensives, et des postures à l'inverse qui étaient trop basses. Et donc, trouver ce juste équilibre de je suis à ma juste place, ça je sais, et je pense qu'on peut le faire comme ça. Ça, je sais pas, mais je vais tâcher de trouver la réponse. Et c'est OK. Et donc, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire vraiment faire ce travail que tu fais en coaching, de réconcilier vraiment ce que intellectuellement tu te dis. Voilà, OK, moi je me disais intellectuellement, il faut que je sois dans cet équilibre, mais c'est autre chose que de l'incarner vraiment. Et tu l'incarnes vraiment quand tu travailles énergétiquement sur... j'en suis convaincue au plus profond de moi-même et c'est ce qui va m'aider à être naturellement dans cet équilibre. Donc, coaching. Quelques exercices de coaching qui t'ont marqué Il y en a plein. Le collectif est très puissant. C'est quoi, c'est des mises en situation? Ça peut être des mises en situation, ça peut être travailler sur des sujets qui sont personnels et tu vas avoir l'effet miroir du groupe qui va t'aider, qui va te donner, te renvoyer l'image de ce que tu dégages alors que tu ne le sais pas. Faire preuve de vulnérabilité beaucoup là. Exactement, aussi d'avoir des moments de vulnérabilité, accepter de les avoir devant le groupe aussi, tu vois. Donc non, j'ai pas un exercice précis qui me vient en tête, mais c'est une somme, et puis c'est un travail de longue haleine, hein, tu vois, moi ça fait 10 ans maintenant, et je continue très régulièrement, et je continue à apprendre sur moi-même, je continue à prendre des exemples très concrets de situations, de difficultés auxquelles je suis confrontée. Donc finalement, on pourrait passer le message, c'est de se dire, on peut se faire accompagner en entreprise, donc soit via une prise en charge d'entreprise, que l'on peut négocier avec son manager pour avoir des séances en effet de coaching. Si c'est pas possible, peut-être que moi j'avais fait notamment l'exercice de la process communication qui était vraiment je trouve que c'est vraiment le début, je trouve, de l'apprentissage de soi, et que j'avais trouvé très bien, très facile à comprendre avec les niveaux de stress que je trouvais extrêmement bien, comprendre tes niveaux de stress et quel impact ça pouvait avoir sur l'autre. Donc ça peut être des clés déjà de lecture pour apprendre à se connaître. Processcom, c'est un outil qui est très puissant que j'ai utilisé et que j'ai eu la chance de découvrir chez Blablacar. Il est chouette, c'est un très bel outil, en effet, de connaissance de soi. Moi, en effet, pouvoir déployer en entreprise des outils de ce type-là, de connaissance de soi, ça va être déjà un très bon début. Parce que ça va donner des clés de lecture de soi-même et de son mode de fonctionnement et de relation aux autres qui vont être très puissants et très efficaces. Idéalement, pouvoir se faire financer, en effet, un coaching par le biais de son entreprise, c'est l'idéal. Sinon, il peut y avoir d'autres façons de se le faire financer via son compte personnel de formation, par exemple. Et sinon, moi, c'est vrai que par moment, j'ai aussi pu faire le choix de me le financer à titre personnel. C'était un investissement significatif pour moi. Mais je trouve que c'est comme d'aller chez le médecin, en fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça t'équipe, ça t'aide tellement à être pas seulement bon dans ton métier. En vrai, pour moi, c'est pas le sujet. C'est être juste bien, en fait. Et ça, c'est absolument, je trouve que c'est absolument essentiel. On passe tellement de temps dans notre travail que de pouvoir le faire en étant bien et droit dans ses bottes et à l'aise avec soi. C'est une façon de se protéger aussi. On a parlé tout à l'heure rapidement de la solitude de la fonction RH. C'est pas pour pleurer dans les chaumières, c'est une réalité, c'est une fonction qui est éminemment seule, pour toutes les raisons que j'ai un peu évoquées avant, en fait, parce que tous les opérationnels vont être soutenus par les RH, mais personne ne soutient les RH. Donc c'est important de trouver des ressources. Celle-ci en est une qui permet de se protéger. Moi, ma plus grande fierté, ce que je disais, c'est quand un jour, ma collègue m'a dit « tu viens manger avec nous ». Enfin, j'étais « waouh ». Ouais. Ah oui, quand t'es invité, pareil, je suis d'accord. Ok, super. Parce que t'as toujours l'impression que tu vas déranger, que les gens vont pas oser te parler. Non, je suis d'accord avec toi, c'est pas évident. C'est une grande preuve de confiance et nous, on est hyper contents. Donc, au Temple RH, on va ouvrir cette formation donc sur le leadership RH. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et donc, pour aider, en effet, les femmes et les hommes qui font cette fonction à mieux vivre aussi leur quotidien et puis à prendre du pouvoir. Et c'est hyper important. Et je trouve que on n'a pas aujourd'hui de formation spécialisée aussi RH.
avec une compréhension terrain, et en fait, on parle le même langage. Et déjà, d'être le reflet de l'autre, c'est hyper puissant. Donc, ouais. C'est toute la dimension un peu soft skills de notre métier, où en fait, la plupart des formations, comme beaucoup en France, abordent le sujet sous un angle très technique. Méthodologique. Et méthodologique. Alors que le vrai sujet, en vrai, mais c'est vrai dans à peu près tous les métiers, c'est le comment tu vas l'exercer. Et je trouve que sur cette fonction, c'est encore plus clé. Alors, je n'ai pas regardé récemment si les formations initiales RH ont évolué, mais j'entends beaucoup des RH qui ont un parcours plus académique que le mien s'exprimer sur le sujet et sur le fait que leur formation ne leur a pas permis, en fait, de se préparer à toutes les situations compliquées auxquelles ils vont être confrontés. Et on peut le dire, on est confronté à énormément de situations émotionnelles très fortes. Et puis, il y a on va progressivement arriver à la fin de cet épisode, hyper enrichissant avec toi, et merci en tout cas pour ce partage. C'est aussi d'avoir cette capacité à modérer le risque, qui est utile et essentiel en tout cas pour notre fonction. Comment toi tu évalues, et ça peut être d'un côté personnel que professionnel, comment tu fais toi pour évaluer la prise de risque, Comme tu disais, il faut incarner ses décisions, avoir des convictions fortes, mais jusqu'à où finalement? Alors, je crois que ça, c'est vraiment un sujet qui est très propre à chacun. Les zones de risque, la zone rouge, en fait, elle est hyper variable d'une personne à l'autre. Donc, on va rejoindre le sujet de se connaître, déjà. Je crois que c'est vraiment la première des choses, en fait. C'est quoi les lignes rouges qui, pour toi, peuvent pas être franchies? Parce que sinon, ça va te mettre en énorme difficulté, en risque émotionnel, en désalignement avec tes valeurs. Enfin, tout ça étant les conditions pour aller direct vers ce qu'on appelle le burn-out, qui n'est pas qu'une question de charge de travail, mais qui va être beaucoup une question de problématique de désalignement avec tes valeurs, création d'une forme d'insécurité sur ton avenir, difficultés relationnelles. Enfin, tous ces éléments-là sont les facteurs qui, derrière, peuvent te conduire à une forme plus ou moins grave de burn-out, et les RH n'y échappent pas. Et donc, je crois que ça commence par te connaître, comprendre tes zones rouges, comprendre tes zones de risque à toi. Tu vois, moi, par exemple, mon sujet, c'est énormément un sujet de forme. Je suis très attachée à la qualité de la communication, et je suis très attachée au fait de se parler en se respectant. Je n'ai pas de problème à recevoir des choses difficiles. Par contre, je suis très attachée à ce qu'on me le dise gentiment. Tu vois, ça, ça m'est dans le monde professionnel, des fois, les gens sont des boules d'énergie, et tu peux te recevoir des choses abruptes. Et c'est pas OK, tu vois. Mais il y a des gens que ça perturbe pas du tout. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important que chacun connaisse cette zone de risque. Pose ses limites, et soit capable de poser ses limites. C'est ça, c'est le cadre. Voilà. Est-ce que on peut définir le cadre de collaboration dans lequel on va évoluer? J'ai identifié que chez toi, ProcessCom est très utile pour ça, j'ai identifié que chez toi, il y a ce style de fonctionnement, communication, etc. Tu peux aussi utiliser la communication non violente, qui est un framework très utile pour poser tes limites. Voilà. J'ai observé qu'il se passe ça. Voilà ce que ça provoque comme réaction chez moi. Mon besoin, pour qu'on collabore efficacement, c'est X, Y, Z. Quand tu fais ça, c'est imparable en fait. Honnêtement, je l'ai vraiment observé, parce qu'il n'y a pas de jugement de l'autre, aucun jugement, c'est factuel. Et même l'autre se dit waouh, ok, je savais pas, excuse-moi. Ouais. Et puis il va pas se sentir forcément jugé. Tu vas juste poser le fait que de façon factuelle, ce type de comportement ou de fonctionnement a tel ou tel impact chez toi, et donc c'est ton problème à toi. Simplement, tu exposes ton besoin et tu fais une demande. C'est relativement imparable. Et donc ça, je crois que c'est le type d'outil, quand tu observes, quand tu détectes, que tu identifies que tu as quelqu'un qui a un comportement qui va venir te rentrer dans ta zone rouge, je crois que c'est très important de poser ce cadre, en fait. Voilà. Donc pour moi, c'est comme ça que tu travailles le risque, et il est très personnel. C'est vraiment propre à chacun. Et chacun va être, une fois encore, confronté à des difficultés qui lui sont propres et qui vont pas du tout provoquer les mêmes réactions. Mais il faut être capable de les connaître. Et surtout, quand tu te connais pas encore complètement, il faut être capable d'identifier aussi
que là, tu es en train de rentrer en zone rouge. Il se passe quoi pour moi là? Voilà. Écouter ses émotions. Moi, je travaille avec une coach qui travaille beaucoup sur le sujet des émotions, et utilise énormément les émotions. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans cette situation? Est-ce que tu as ressenti de la colère, de la tristesse, de la peur? Et qu'est-ce que cette émotion veut dire de toi? En fait, le sujet, c'est nous. Le sujet, c'est pas les autres. En fait, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. C'est que, alors, sauf à tomber sur une personnalité particulièrement toxique et perverse, ce qui évidemment peut arriver, dans une très grande majorité des cas, les gens n'ont pas une intention maligne, en fait. Mais tu vas pas les changer. Voilà. Par contre, ce que tu peux changer, c'est toi. Donc, ce que tu peux commencer à faire, c'est comprendre ce qui se passe chez toi pour être capable d'adapter ton propre comportement et ou, comme on l'a dit tout à l'heure, de poser le cadre qui fait que tu vas travailler intelligemment avec cette personne. Mais si tu rentres en guerre et que tu commences à te confronter, à rentrer dans une relation conflictuelle et que tu espères pouvoir changer l'autre, c'est voué à l'échec, en fait. Voilà. Et un point aussi que je me permets de rajouter, c'est aussi de se dire, à un moment donné, en effet, on a des convictions. Je pense qu'à un moment donné, il y a une conviction, mais elle peut être aussi contre-intuitive. Il faut aussi, en tant que RH, se dire, OK, j'ai peut-être une conviction, oui. Elle n'est pas partagée par tout le monde. Oui. Je mets de l'eau dans mon vin et en fait, j'avance. Et il faut savoir parfois abandonner certaines convictions pour finalement, peut-être 6 mois après, te dire, finalement, on peut peut-être reparler de ce sujet-là. Je pense que ça c'est très important aussi. Alors, si tu es confronté à une problématique d'objection, de non-alignement dans un projet RH, quel qu'il soit, c'est que ça ne va pas. C'est ça, on est clair. Ça, c'est sûr. Donc, soit tu as loupé l'étape de compréhension du besoin et ou d'alignement préalable. Voilà. Donc, c'est de la conduite du changement basique, tout ça, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut reprendre ce truc-là à zéro. Il faut repartir à zéro. Soit c'est pas le bon moment. Et accepter, en effet. Et ou peut-être que c'est quelque chose qu'il faut changer simplement en adaptant la façon de délivrer, le timing, peu importe. Mais je te rejoins complètement sur le fait que c'est hyper important d'être ouvert à ça et de trouver, on rejoint la balance en fait, trouver le juste milieu entre j'ai la conviction que c'est ce qu'il faut faire pour l'entreprise, mais mon job en tant que RH, c'est de bien définir préalablement les conditions dans lesquelles ça va pouvoir être un succès et ça va pouvoir amener de la valeur. Et petite curiosité pour savoir ce que tu penses, est-ce que tu penses que le leadership RH est aussi lié avec la confiance en soi? Parce que quand tu es en face de managers avec 20 ans d'expérience qui ont connu toute la vie, comme ils aiment bien le dire en entreprise, toi peut-être, je sais pas, tu as 30 ans, tu as peut-être du mal aussi à t'affirmer parce que tu n'as pas forcément confiance en toi. Comment tu progresses aussi dans ce leadership, dans cette posture progressivement pour faire face à ce type de situation? Oui, mais je pense que c'est un sujet extrêmement important en fait, c'est que ta force, ta puissance, elle va vraiment venir de ton niveau de confiance en toi. Ça prend du temps. C'est pour ça que c'est important de travailler ces sujets le plus tôt possible. Moi, je l'ai fait très tardivement et c'est pas grave, c'est mon chemin. Mais c'est pour ça que j'en parle beaucoup aujourd'hui, parce que si on peut faire gagner du temps aux jeunes RH et qui s'équipent, c'est extrêmement important. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé aussi pour s'aider à se connaître et à grandir dans sa fonction, c'est la communauté. C'est les pairs, les pairs RH. Toi, tu fais partie de ces gens qui aident énormément la communauté RH. Merci pour ça. Il y a plein d'initiatives. Je trouve que c'est une chance que nous avons dans notre métier. Il y a énormément d'initiatives sous plein de formes. Et il ne faut pas rester seul. Voilà, comme on l'a dit, c'est une fonction qui est très isolée. Donc, une autre façon de gagner en confiance en toi et de développer ton affirmation de toi dans ton métier et ton assertivité, c'est aussi de te constituer un réseau de pairs avec qui tu vas pouvoir partager tes doutes, tes difficultés. En général, moi, ce que j'observe, c'est que la plupart des RH qui arrivent avec une problématique, en réalité, ils ou elles savent ce qu'il faut faire. Leur intuition, quand tu l'écoutes, leur a déjà donné la bonne solution et la bonne approche d'un sujet ou d'une difficulté, une résolution de conflit, peu importe. Et du coup, tu vas pouvoir ping-ponger avec tes pairs qui vont te conforter dans ton intuition. Et ça va énormément t'aider. Donc, c'est une autre façon, en plus du travail individuel que tu peux faire sur toi-même, c'est de te constituer ton réseau qui va t'aider. Génial. Et donc, pour finir, une dernière question que j'ai envie de te poser, c'est quel conseil, alors, par rapport à tout ce qu'on s'est partagé, tu peux donner à une RH, peut-être, qui nous écoute aujourd'hui et qui n'arrive pas à prendre cette place
dans son entreprise. Qu'est-ce que tu peux lui partager? De ne pas rester seul. Bon, je pense si on peut le résumer, de ne pas rester seul. Quel que soit, c'est en parler, c'est avec une coach. LinkedIn regorge de personnalités RH comme toi qui proposent toute forme d'aide possible. Il y a des communautés Slack, des communautés WhatsApp. Il y en a plein des communautés en fait. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à solliciter un pair RH pour dire comment tu fais, à quelle communauté t'appartiens, j'en connais pas, comment tu peux m'aider. Vraiment, il faut pas hésiter à demander de l'aide. Il ne faut pas rester seul et ne pas hésiter à demander de l'aide. Vraiment, je crois que les RH ont à cœur d'aider les autres RH. Moi, je suis parfois un peu longue à répondre, mais j'essaye dans la majorité du cas de toujours répondre. J'y arrive pas toujours selon les moments, mais il faut pas hésiter à relancer, d'ailleurs. Donc, je dirais ça. Je dirais ne pas rester seul et demander de l'aide. Voilà. Génial. Et donc, pour approfondir encore plus ce sujet de leadership au sûr, RH, est-ce que tu as une personne à nous recommander? Quelqu'un Oui, alors du coup, j'ai un nom qui me vient. Alors, je la cite à chaque épisode, je peux pas m'en empêcher, mais je crois pas qu'elle soit déjà venue chez toi ou que tu la connaisses. C'est celle qui a été ma source d'inspiration, RH. Qui s'appelle Sophie Letiers, qui est la DRH de Kaufmann & Broad. Ouais, bien sûr. Ah, tu l'as eu déjà? Je l'ai eu. Voilà. Okay. Alors, il va falloir que je trouve un autre nom, une autre personnalité. Ça peut être une coach, ça peut être la coach qui t'a aidé. Ça peut être, alors, il faudrait que... Tu sais quoi? C'est une très bonne idée. Bah oui, il faudrait que je lui demande. Ouais. Parce que sa méthode aujourd'hui, elle travaille beaucoup dans l'ombre. Elle n'est pas du tout visible sur LinkedIn. Ok. Et je ne sais pas du tout si elle aurait envie de parler de sa méthode et de son métier, mais c'est une très bonne idée. Donc, je ne vais pas donner son nom là, mais je vais lui poser la question et je ne manquerai pas de revenir vers toi et de vous introduire si jamais elle a envie. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Et sinon, je vais réfléchir à d'autres. Mais en fait, on a beaucoup de populations RH en commun, oui, c'est deux. Oui. Et tu as déjà accueilli beaucoup de monde sur ton podcast. Yes. Donc, je vais pas avoir de nom qui va me venir là, mais je vais y réfléchir. Génial. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci on se dit à pour très vite. ton accueil.